Déjà, bonjour Patrice, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de, entre guillemets, te rencontrer enfin, parce que tu me suis depuis déjà un certain moment et tu es une des rares personnes qui commente pratiquement sur toutes mes vidéos depuis qu'on s'est rencontrés en fait. Est-ce que tu Oui. peux te présenter un petit peu et me dire comment tu as découvert ma chaîne pour commencer? Je m'appelle Patrice, donc je suis retraité. Ouais, en fait, je passe beaucoup de temps sur internet en ce moment, depuis que je suis retraité et donc comme je m'intéresse beaucoup au cinéma et je regarde particulièrement les youtubeurs qui font, des vidéos sur les films, bon, qui parlent des films, qui les critiquent, tout ça et donc c'est comme ça, à force, je suis tombé sur une de tes vidéos et puis j'ai bien aimé, voilà, parce que tu parlais de films qui me plaisaient. Donc c'est pour ça que, bah, oui, quand, les vidéos me plaisent, bah, oui, je commente. Tu te souviens quelle vidéo t'est tombée, sur laquelle t'es tombé en premier? Non, malheureusement avec l'âge, maintenant la mémoire fait défaut un petit peu. Donc je me rappelle plus quel film tu parlais à ce moment-là. Je sais que c'était un film que j'aimais bien. En fait, c'est assez intéressant parce que la première fois que tu m'as écrit, c'était sur la vidéo de Gun, Battle Angel Alita, Ah oui, ah bah oui, forcément. J'avais des choses à dire. que je disais que c'était un peu édulcoré, mais que c'est normal parce que le public était différent de celui du manga. Je vais te relire le commentaire exact. Voilà, tu m'avais dit, je suis profondément agacé par ces adaptations qui changent ce que j'ai apprécié dans l'histoire originale. C'est pareil pour pratiquement toutes, les comics, Seigneur des Anneaux, Terre Chante de Bataille et tout ça, One Piece, V for Vendetta, tu t'en souviens? Oui. Là, tu avais dit, je suis souvent déçu par la critique, surtout ceux qui le font sur YouTube, mais toi, tu as l'air plus cool que ce que j'ai vu jusqu'à présent, en tout cas au niveau critique. Et j'aimerais que tu me dises exactement qu'est-ce que dans ma façon de m'exprimer, dans les vidéos, tout ça, tu trouvais différent du reste du public YouTube. En général, je suis pas d'accord avec les gens qui font des critiques, parce qu'ils font un peu trop positives et ils ne critiquent pas, le fait de ne pas respecter l'œuvre jusqu'au bout. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne respecte pas le personnage. Qu'on modifie un peu l'histoire parce que par les besoins, parce que apparemment au cinéma, on peut pas montrer tout ce qu'on montrerait dans une BD. Apparemment, je sais pas, c'est ce qu'on me dit. En fait, ça dépend du public visé et du marketing. C'est ça mon problème, c'est qu'apparemment les producteurs ne regardent que l'argent, comme le fait de changer un prénom, par exemple, le fait d'appeler Gali Alita, alors qu'en fait elle s'appelle Gali, dans le manga et qu'on apprend après qu'elle s'appelle Yoko. Bon, donc mais j'ai et d'après ce que j'ai compris, c'est juste, c'est par rapport au public, au fait qu'ils auraient plus de mal à prononcer le nom, enfin le vrai nom, Gali, que Alita. Enfin, moi, je sais qu'il y a des noms, j'ai du mal à prononcer. Enfin, quand dans certaines langues, il y a des noms, c'est difficile de prononcer. Enfin, c'est normal. Enfin, si le manga avait été sorti beaucoup plus récemment, ils n'auraient pas changé le nom. Mais comme le manga c'était les années 90, à l'époque, c'était pas forcément un grand public qui lisait les mangas, et c'était souvent des adaptations au niveau du langage. Le Kamehameha de Dragon Ball, par exemple, c'est resté comme ça, chez nous. Mais il y a beaucoup de techniques de combat qui ont été traduites en anglais pour le public américain. Et même les personnages ont été Ah oui, changés. oui. Petit cœur, par exemple, ça n'existe pas dans le manga. C'est Piccolo Junior, le fils de Ouais. Piccolo, mais on a utilisé ce prénom absurde pour le public enfant français des années 80-90, tu vois. Oui, je me rappelle du rayon magique, hein. Exactement, le rayon magique de Sangohan, par exemple. Voilà. Gali et Alita, c'était le film dont on parlait, mais c'est parce que ce sont des œuvres qui sont sorties en France dans les années 80-90. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on fasse encore ça. Oui, puis leur manie d'édulcorer aussi, parce que quand tu lis le manga, c'est glauque, hein, le monde, l'univers, de Gali, où elle circule complètement glauque. C'est sale, il pleut et ça et puis dans l'adaptation donc, ils mettent du soleil, des plantes vertes. On n'en voit pas. Dans le manga, on voit pas, c'est gris, c'est pluvieux. D'ailleurs, on voit presque enfin, très rarement d'enfants et là, ils sont toute une bande dans le manga. C'est lumineux, c'est coloré, c'est joyeux, c'est avec plein d'enfants. Si tu savais pas que c'était Battle Angel Alita, donc Gun, tu penserais que ça pourrait être n'importe quel produit
pour un public adolescent. Ça aurait pu être Oui, oui. Hunger Games, ça aurait pu être Twilight. Et c'est simplement ça en fait. C'est le côté esthétique qui fonctionne avec un public américain de cet âge-là. Et malheureusement, Puis, nous, en ayant découvert l'œuvre beaucoup plus jeune, on voulait quelque chose de plus crasseux, de plus déprimant. Mais on n'était pas le public oui, visé, c'est ça qui est triste. oui, oui. Puis ils ont enlevé ma bouche de poulpe. La bouche de poulpe, ouais, tout à fait. Oui, parce que c'est un surnom qu'on lui donne parce qu'elle a des lèvres particulièrement joufflues dans le manga. C'est même dit quand à un moment elle est ressuscitée. Justement, dans la série, c'est dit, vous trouvez pas, elles sont pas un peu trop joufflues, justement, ses lèvres? Il dit, bah non, elle est comme ça. C'est pour ça qu'on lui donne ce surnom, au moment de bouche de poulpe. Et d'ailleurs, quand tu regardes la fin de chaque manga, quand elle est complètement caricaturée, elle est juste avec un rond, deux yeux et une bouche de poulpe. Ouais, moi j'adorais ça, quoi, justement. Il y a d'autres Et mangas qui t'intéressent actuellement, parce que tu disais justement que One Piece avait été raté comme adaptation, mais quand tu avais écrit le message, je crois que c'était avant que la série Netflix sorte, qui a connu beaucoup de succès justement. oui, ben oui. Enfin, alors, j'ai été aussi assez déçu par l'adaptation, oui, de One Piece. De Netflix, tu veux dire? Oui, l'adaptation Netflix, quoi, c'est le live action, quoi. Oui, oui, je suis depuis, depuis pratiquement depuis quand il est sorti. Enfin, j'ai un pote qui a commencé à m'amener les épisodes, ça faisait quoi, 1 an ou 2 que la série était sortie. Il m'amenait les épisodes toutes les semaines, toutes les 2 semaines à peu près. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert et puis j'ai adoré, ouais, vraiment, j'ai vraiment adoré, mais voilà, l'adaptation, c'est pareil, ils ont modifié les personnages, c'est carrément le caractère des personnages et comme je t'ai dit, je n'aime pas qu'on modifie un caractère. Est-ce que pour toi, il y a vraiment un fer de lance dans les adaptations, que ce soit français, américain, japonais, n'importe quoi, où tu te dis, là, ils ont vraiment respecté l'œuvre originale et ça me fait plaisir. J'aurais tendance à dire non, mais il y a un film qui ne m'a pas déçu, même s'ils ont modifié, par rapport à la version originale. C'est La Guerre des Mondes de Spielberg. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contre-pied un peu du film d'origine. Dans le film d'origine, on voit le point de vue des militaires. Ce sont les militaires qui luttent contre les extraterrestres, les militaires, le scientifique, tout ça. Alors que dans la version de Spielberg, on voit le point de vue d'un pecno, d'un gars, d'un pauvre père de famille qui essaie juste de survivre, quoi, en fait, hein, qui ne fait rien. Donc c'est 2 points de vue différents, mais ils ont le rendu est pareil. Et ils ont même gardé même certaines scènes clés du film, comme dans la première version, le scientifique, comment, quand il a découvert une arme pour lutter contre les extraterrestres, bah, son camion se fait attaquer parce que les gars veulent un véhicule pour fuir. Donc, ils se font attaquer et puis ils virent les cartons, enfin, ils jettent les cartons, tout ça. Et dans la version de Spielberg, bah, on retrouve cette scène, justement, mais avec Tom Cruise, évidemment, qui est le père qui fuit, qui a réussi à récupérer une voiture qui marche, la seule voiture qui fonctionne encore, et qui se la fait voler. Voilà, La aussi. scène justement où le mec, il arrête à bout portant avec une arme en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu parles de la version originale, tu parles bien de celle de Byron Hoskins de 53, hein. Oui, Et justement, c'est deux adaptations d'un roman de H.G. Wells qui était dans les années 1800, je crois. Donc en fait, c'est même pas oui, vraiment contemporain. Et pourtant, toi, ah tu oui, trouves que oui. ça fonctionne bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui est respecté par rapport au livre? Bah, l'ambiance, en fait, bah, parce que le fait tout simplement que l'humain ne peut rien contre cette race extraterrestre, ils sont trop puissants. Là, comme dit bah, dans la version de Spielberg, ce n'est pas une guerre. C'est l'impression qu'il n'y a pas de guerre entre les hommes et les vers de terre, quoi. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est montré dans le film, c'est que l'humain ne peut rien. Ils ont simplement été tués voilà, par un virus, enfin, par les microbes auxquels nous sommes adaptés. Enfin, c'est comme ça que le livre se termine, il me semble. Oui, il me semble aussi que le livre se termine comme ça aussi. Oui. Tout à fait. Mais en dehors de ce film, tu penses vraiment que les adaptations ne valent pas le coup? Non, parce qu'il y a même, comment ça s'appelle, même celle, V pour Vendetta. Pourtant, j'ai bien aimé le film, hein. Le film est bien fait, il y a pas de souci, mais non, on ne retrouve pas l'ambiance qu'il y a dans le film. Qui est pas enfin, il y a beaucoup de choses, du livre, de la BD qui ont été enlevées et que moi je trouvais vraiment intéressantes. V for Vendetta, on est C'est bien d'accord, c'est de Alan Moore à la base. Oui, c'est une BD de Alan Moore. Et avant ou après ça, ils ont aussi fait une adaptation de Watchmen, qui est aussi de Alan Moore. Alors par contre, la BD, je ne connais pas, mais je crois que j'ai vu le film là où il y a un mec qui provoque,
un incident avec des millions de morts, mais c'est pour protéger des milliards, comme il dit, je crois, parce que c'est pour empêcher une guerre entre la Russie et les États-Unis, je crois. Il y a un truc comme ça. Il y a une espèce de déterrent pour éviter que la guerre froide se propage, effectivement. Mais c'est dans une réalité alternative. Donc je ne saurais pas trop te dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a été adapté par Zack Snyder. Tu vois de quoi je parle? De qui je parle? Alors, je connais le nom, oui, Zack Snyder, mais Zack Snyder, il est devenu très connu, maintenant il fait des films pas terribles, mais à la base, son premier film qui a vraiment fait son grand succès, c'est 300. ah oui, d'accord. Et 300, c'est l'adaptation d'un roman de Frank Miller sur la bataille des Thermopyles en Grèce. Oui, Et oui. ensuite, il a fait l'adaptation de ce roman, donc, enfin, ce roman graphique, Watchmen, et il y a plusieurs versions qui existent. Il y en a une qui dure 2 heures et qui est sortie au cinéma, donc version standard pour le public, et une version qui dure 4 heures. Et généralement, Zack Snyder, c'est un des rares scénaristes, réalisateurs à avoir souvent l'occasion de sortir une version longue de ses projets. Et la version longue est beaucoup plus souvent fidèle à l'œuvre originale. Ce qui veut dire qu'en fait, il est obligé forcément de sortir un truc coupé et édulcoré pour le public qui va aller au cinéma, pour que il soit subventionné par les producteurs. Et après, en DVD, en Blu-ray et tout ça, il peut se permettre de ressortir une version qui est beaucoup plus proche de l'œuvre originale. Est-ce que parfois tu t'intéresses au Director's Cut par exemple? Oui, d'ailleurs, j'ai la version de Director's Cut de Sin City, par exemple. Justement, Sin City c'est intéressant, c'est aussi de Frank Miller, le mec qui a fait 300. Oui, oui, Donc on reste dans le même effectivement. univers en fait. Oui. Et en regardant du coup la version théâtre, cinéma et la version Director's Cut, quelles sont les différences pour toi? Bah, je ne sais pas si j'ai vu la version pas Director's Cut de 300, en fait. Non, je crois que si, ils ont changé l'ordre des scènes, des trucs comme ça, enfin. C'est ça, parce que en fait, je crois qu'ils ont changé les scènes pour en faire des mini-récits. Un peu comme Oui, le bouquin original en fait, où chaque histoire, elle se suffit à elle-même. et j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'on se retapait un générique à chaque fois. Je trouvais ça un peu bizarre, mais oui, j'ai bien aimé. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, en fait, des scènes qu'on ne connaissait pas. Tu sais que Tarantino a travaillé sur le film. Sur Sin City? Ah, je ne me rappelle pas, tiens, de ça. Rodriguez, c'est le Si, réalisateur, qui est aussi oui, réalisateur de Gun, donc en fait on tourne en rond sans s'en rendre compte. c'est Et c'est un grand pote à Tarantino. Ils ont fait des films d'accord. ensemble, donc surtout notamment les Grindhouse, tu sais, Boulevard de la Mort et Planète Terror par exemple. Ils ont Ouais, fait chacun un des deux diptyques. Et la scène qu'il a tournée pour Sin City, c'est la scène où le personnage joué par Benicio del Toro, ouais, on lui a tranché le cou et le personnage ouais. joué par Bah, c'est le gars joué par ouais, Clive Owen. Voilà. Clive Owen. Donc Clive Owen, il va balancer le corps en fait dans la rivière et ils sont sur la route. Et Oui, à ce et- moment-là, il a une vision du corps du mec à côté de lui avec le crâne défoncé par le revolver qui lui a sauté dans la tête. Et là, toute cette scène, en fait, dans la voiture, c'est Tarantino qui l'a filmé. d'accord. Il était excellent, Benicio del Toro. Ouais. Il était super dans ce rôle, franchement, tout à fait. Est-ce qu'il y a des films que tu aimerais conseiller et que tu penses qu'ils n'ont pas forcément eu la réputation ou la sortie qu'ils méritent? Parce que une des raisons pour laquelle tu m'as suivi ces derniers temps, c'est aussi parce que je parlais de films qui n'étaient pas forcément très connus du grand public, mais qui valaient vraiment le coup. J'ai vu tellement de films. Tu les regardes comment en général? Directement sur Netflix? Tu les streams? Non, je vais plus au cinéma, j'ai une collection de cassettes vidéo. Enfin, j'avais à l'époque une collection de cassettes vidéo, en fait, parce que je livrais les magasins vidéo. Et c'est comme ça que, en fait, j'étais abonné à plusieurs magasins. Et c'est comme ça que j'ai vu vraiment beaucoup de films, quoi. À la fin, je, à la fin, je faisais panneau par panneau, quoi. Je dis bon, là, je fais les films d'horreur, les films d'épouvante. Là, je fais les films policiers. Là, je fais les films d'action. Et J'ai une voilà. énorme collection de DVD.
J'aime beaucoup les produits physiques, surtout les bonus, les commentaires audio et tout ça. J'en raffole. Oui, pareil. Oui, pareil. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai plus beaucoup de cassettes parce que les magnétoscopes et tout ça, ben, c'est un peu passé de mode. Et surtout, les cassettes, tu peux voir les films qu'en VF. Or, moi, j'adore la VO et j'essaie toujours de voir les films en version originale si je peux. Ben, c'est pareil, j'aime bien les voir en VO, j'aime bien avoir la vraie voix des acteurs, mais il y a des moments où la lecture me fatigue trop. Alors, et je trouve qu'il y a des versions françaises qui sont bien, je trouve, ça va. Bon, franchement, au Ça, niveau ouais. doublage, on est très bien lotis en France. Alors, parfois, ça m'exaspère, quoi. Dans les mangas, je sais pas, souvent c'est les mangas comme One Piece, je supporte pas la version française. C'est les voix, Les voix japonais, c'est différent. C'est un public et une culture qui est beaucoup dans l'exagération, alors que nous, on oui, est plus dans la retenue et ça veut dire que les doubleurs sont forcés d'exagérer le ton et la voix quand ils doublent les japonais, par exemple. et parfois les voix, sont pas du tout respectées et l'animé qui m'avait marqué, c'est l'animé noir, justement. C'était 3 personnages, 3 jeunes femmes, et il y avait la jeune femme qui avait une voix de jeune femme. Tu avais la gamine, celle qui avait vraiment une voix d'enfant, et un personnage qui avait Kirika, qui a une voix mais vraiment mélancolique, hein, mais vraiment, triste, mélancolique, vraiment la voix en elle-même, elle est donc c'est 3 voix complètement différentes. Dans l'animé, j'avais du mal à faire la différence entre les 3. J'ai l'impression que c'était le même seiyuu, enfin, même seiyuu, le même doubleur, oui, qui est la même doubleuse qui doublait les 3 avec sa même voix, en fait. J'ai presque l'impression que c'était les 3 mêmes voix. 3 voix de jeunes filles, quoi, en fait. Ouais. Ben justement, ce qui est intéressant, c'est que on Et parlait de c'est Dragon Ball juste avant. Les personnages de Sangoku ou de Sangohan jeunes étaient doublés par une femme. oui, Brigitte Cordier, ouais. Justement, Brigitte Lecordier. Donc c'était assez fréquent justement d'avoir des femmes qui doublaient les enfants masculins. Oui, oui, mais ne pas se donner la peine de faire les 3 voix différentes, qu'il y avait dans l'animé en version originale. J'ai trouvé ça abusé et dans One Piece, c'est pareil, ils ont pas du tout respecté les voix des personnages. Ils ont pas essayé de moins chercher à avoir le même type de voix, au moins. Là, non, c'est une des différences dans les adaptations, enfin, moi, dans les doublages qui me gêne. Alors, autant des fois, ça passe bien, c'est bien fait, mais il y a des fois, non, je ne supporte pas les changements. Donc, je préfère regarder en VO sous-titré. La puissance et l'émotion de l'acteur qui est très rarement traduite, même si les dialogues sont très très bien retranscrits, il reste toujours ce manque d'attachement émotionnel de Puis, l'acteur qui est sur le plateau, quoi. Le doubleur, tout ce qu'il peut oui, faire, lui, c'est reproduire quelque chose, mais ce sera toujours mais une copie d'une copie d'une copie. oui, et d'ailleurs, il y a un personnage qui a changé de voix dans One Piece, d'ailleurs, et ça, enfin, moi, ça m'a marqué, hein. J'arrive plus à le reconnaître, le personnage. J'ai l'impression que c'est un autre personnage. C'est plus le Franky qu'on avait avant. C'est le personnage de Franky. Je sais pas si tu connais One Piece. Je connais, mais je me souviens pas vraiment des personnages. Ah ben, le doubleur avait une voix vraiment particulière, quoi, qui donnait vraiment une voix, de pervers, on dirait. Enfin, je sais pas, c'est idiot de dire ça, hein, une voix de pervers. Et quelle voix ça a un pervers? Je sais pas, mais il avait une voix particulière, justement, pour jouer ce genre de personnage. Et là, il a arrêté, hein. Il a arrêté, ils en ont mis un autre qui a pas du tout la même voix, une voix plus sérieuse, machin, et j'ai l'impression que ce n'est plus le même personnage, en fait. Tu connais les films de Mel Brooks à tout hasard? Oui, alors je connais, bah, c'est Spaceball en VO, et c'est La folle histoire de l'espace, je crois, en français. J'ai vu tous ces films, je suis un grand fan de Mel Brooks, et je trouve que la version française de ces films est vraiment géniale. C'est des films qui sont doublés pas du tout fidèlement comparé à la VO. C'est-à-dire qu'il y a des blagues qui sont retranscrites de façon complètement différente pour un public français. Oui, je sais que c'est par rapport à ça que je préférais regarder tous les films en VO, justement, pour essayer de voir ces blagues qui sont pas traduisibles en français. Justement, et plutôt que de les traduire mot à mot et que ça fasse un faux sens, comme ils font très souvent dans les Marvel qui essaient de traduire, mais ça tombe à plat parce qu'ils ratent le jeu de mots. Ils ont complètement modifié la phrase elle-même et c'est beaucoup plus drôle. C'est pareil pour Shrek. C'est pas un exemple anodin parce que Shrek, il a très bien marché en VO et en VF. Et c'est Alain Chabat qui s'est occupé du doublage VF. Et Alain Chabat est un spécialiste de l'humour absurde. Il avait rajouté sa patte dans les Ouais. répliques françaises. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui encore, on peut citer des répliques de Shrek, comme on peut citer des répliques de Mission Cléopâtre parce que c'était vraiment un travail d'auteur qui avait changé la formule comique pour l'adapter à un public français, plutôt que de rester dans les phrases exactement comme elles ont été traduites mot à mot depuis le cinéma américain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui.
oui et beh, c'est un peu ce travail qu'avait fait Roger Carrel dans Benny Hill, je crois. Il a fait un gros travail de retravailler les blagues parce que Benny Hill faisait pas mal de blagues de référence, qui sont valables que pour un Anglais, qui voilà, seul un Anglais peut les comprendre et lui, il avait fait tout ce travail de changer les blagues, de les franciser, en fait, de les blagues et c'est ça, c'est un travail incroyable d'ailleurs, hein. Ouais. Pour Je mais connais Roger Roger Carrel Carrel que par rapport à sa voix d'Astérix, mais c'est vrai qu'à la base, il était aussi comédien de doublage et scénariste. ah ouais, c'est un des plus grands doubleurs, hein, je crois, en France, hein. Et et sinon, le film que tu disais que je recommanderais, bah, je sais pas s'il a eu du succès, c'est True Romance. Parce que je dis parle toujours de ce film True Romance, moi je dis: «S'il y a un film à voir, c'est True Romance». J'en avais pas parlé, moi, de J'ai True Romance? J'ai pas fait une vidéo? bah, je sais plus justement. C'était il me semble que je t'avais demandé, il me semble que je t'avais demandé. C'était dans les cartons et tout, j'avais prévu de la faire et puis la vie continue, quoi. C'était assez compliqué ces dernières années. D'ailleurs, tu as remarqué que j'ai arrêté de faire des vidéos de critiques de films Oui, justement pour me focaliser sur des interviews de gens qui passaient dans ma région. Mais True Romance, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en penses de ce film parce que pour moi, c'est un de mes films préférés. Et j'en ai pas fait une critique directement sur ma chaîne, mais je travaille aussi pour un journal de cinéma et j'avais fait un article écrit sur ce film. Donc d'accord. c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais j'aimerais savoir, toi, ce que tu en penses de ce film et pourquoi tu le recommanderais, justement. Et parce que les acteurs sont vrais, c'est vraiment ils sont crédibles quoi, en fait. Tous les acteurs sont crédibles, ils sont bien joués. Parce que souvent dans les films, je reproche aux personnages d'être débiles et je me dis: «Mais pourquoi est-ce que les réalisateurs font des personnages aussi abrutis, qui ont des réactions aussi bêtes, et qui» je sais pas, comme le fait de cacher la une vérité, je vois pas en quoi ça cause un problème de dire la vérité. Ben non, il y a des personnages qui vont le cacher, je sais pas pourquoi. Alors qu'il aurait tout intérêt à parler, tu vois? Mais non. Mais voilà et justement et je trouve que dans ce film-là, dans True Romance, ben non, il y a pas de personnage bête comme ça. Le seul personnage bête, ben non, il se fait avoir, enfin, il est crédible, justement. Quand il y a un personnage bête, ben il est bête, oui, effectivement, mais il a pas de réaction débile. C'est tu peux avoir une réaction bête et puis des réactions débiles, c'est des trucs qui sont incroyables, qui sont absurdes, qui sont surréalistes pour moi, les réactions débiles. Voilà. Réagir bêtement, oui, je comprends, mais Notamment la série Tchernobyl, je sais pas si tu connais. non, je ne connais pas. Ça me dit quelque chose, j'ai dû voir passer le nom, Bon, Tchernobyl, évidemment, c'est sur la catastrophe de oui, de Tchernobyl, oui. c'est évident. Mais tous les personnages sont extrêmement bien joués. C'est bien joué, c'est bien écrit, tout est crédible. Mais il y a une femme, on lui dit de ne pas toucher les malades, elle les touche. De ne pas rester à l'hôpital parce qu'elle peut être contaminée, elle reste à l'hôpital. Et tu vois, et chaque fois je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? À chaque fois, ça me sortait presque un peu de la série, tu sais. Alors, je sais pas Ouais. si le personnage a existé parce que c'est basé sur un fait historique, mais il y a des moments comme ça, quand le personnage est écrit de façon aussi superficielle, t'as envie de le foutre des baffes. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tous les personnages dans True Romance sont extrêmement bien écrits et charismatiques. Et j'imagine que tu sais qui a écrit le film. Oui, bah, c'est Tarantino. Voilà, on retombe sur Tarantino, Voilà. encore une fois. À la base, c'est lui qui aurait dû réaliser ce film parce que c'est son premier script qu'il a écrit. Mais il a dû vendre le scénario pour financer justement Reservoir Dogs, qu'il a lancé sur le devant de la scène. Et c'est Tony Scott, le frère de Ridley Scott, qui à l'époque était connu pour Top Gun par exemple, qui a pris le relais. D'accord, Tony Scott, c'est le frère de Ridley Scott. Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ils sont restés assez proches jusqu'à ceux qui se suicident en 2012, je crois. Si tu vois un film de Tony Scott, c'est beaucoup plus rapide dans le montage que Ridley Scott. Ridley, il est beaucoup dans l'atmosphère. Il peut faire des plans très pesants, comme dans Blade Runner. Alors que Tony Ouais. Scott, le mec, je crois qu'il vient de la pub et du clip. Et tu regardes ses films, c'est monté très rapidement. Avec des plans qui sont cutés très très vite, beaucoup de scènes qui s'enchaînent super rapidement. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. True Romance, ça reste quand même un film super énergique. À la fin, sans rien dévoiler, il y a quand même un Mexican standoff. Ça veut dire plusieurs personnes qui se braquent en même temps Oui, avec leurs armes. Et t'as vu, oui, oui. il y a quoi? Il y a 10 personnes dans la salle. Oui, 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 ça me rappelle un peu la scène, justement des Il était une fois dans l'Ouest, le fameux duel à ah non, c'est pas Il était une fois dans l'Ouest, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, le duel à 3. Le duel à 3, ouais.
Exactement. Pardon. C'est la raison pour laquelle ce film est super connu aussi, en plus de toutes ses qualités. C'est que dans Le Bon, la Brute et le Truand, ils sont pas deux à se dévisager, ils sont trois. Et dans True Romance, ben, ils sont une dizaine à se pointer dessus. Avec 3 groupes, ouais. Tu sais jamais, tu sais pas du tout comment ça va se terminer. Et en plus, Tarantino avait écrit deux fins pour le film. Il avait tourné la première et on lui a dit le public ne va pas accepter cette fin, mais la deuxième. Et il a dit ok, je vais mettre la deuxième, mais je sais dans tous les cas que le public il va me suivre. Et finalement, le public il a gardé la deuxième. Ah mince, et je suppose que dans la fin qu'il avait prévue, Clarence meurt à la fin, non? Bah, je vais éviter les spoilers, mais effectivement, oui, tout à fait. Voilà. Clarence se prend une balle dans la tête au moment où il va sortir de l'hôtel. Et Alabama se retrouve avec son fils sur la plage, comme à la fin du film que nous on connaît, Ah sauf oui. qu'ils sont deux, ils sont pas trois. Donc même Tarantino, il s'est rendu compte que les spectateurs aimaient tellement le couple Clarence et Alabama que ça aurait vraiment démonté l'ambiance euh, poétique, mélancolique, mais en même temps très... ben, c'est true romance, quoi. C'est une vraie histoire d'amour. Ah oui, moi j'aurais pas aimé, hein, Ben moi non plus. effectivement. Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs films que je connaisse de Tarantino, alors que c'est pas lui qui l'a réalisé. Mais si la fin avait été pessimiste comme il l'avait prévu à la base, j'aurais pas aimé le film autant. Et je pense que la raison pour laquelle il voulait faire une fin pessimiste, c'est parce que c'est quelqu'un qui a été abreuvé au film de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague française, de Godard et tout ça. Et dans la plupart des films de la Nouvelle Vague, le héros meurt à la fin. Par Ouais. exemple, À bout de souffle, Pierrot le Fou, tout ça, quoi. De Belmondo. Avec Belmondo. Oui, c'est ce qui me différencie avec un ami qui, lui, préférait quand le héros mourait à la fin. Un ami, on n'était pas d'accord sur ce thème-là, parce que lui, il préférait quand le héros meurt à la fin, alors que moi, non, justement. Moi, je n'aime pas quand le héros meurt à la fin. Si le contexte, ça marche avec le contexte, d'accord. Mais si c'est exagéré pour le larmoyant, non, ça marche pas. Et vice-versa. Si je pense que le héros aurait dû mourir à la fin et qu'il survit de manière miraculée, je trouve que j'étais un peu, Oui. ça a été un peu trop vendu, quoi. Oui, oui, ah bah, c'est pareil, en fait, quand je dis que j'aime pas les héros qui meurent pas à la fin, oui, en général, parce qu'en général, ils méritent pas. Mais des fois, c'est justifié, oui, Il y effectivement. a beaucoup de films coréens où le héros meurt à la fin et dans l'ambiance, c'est très efficace, quoi. Parce que ça reste poignant du début jusqu'à la fin et tu sais que ça va mal se terminer. Mais les Coréens, ils sont très doués pour ça, de faire des films Oui, c'est âpres c'est et violents et tiens brutaux tiens, que les Américains ne ah, peuvent pas faire parce que au niveau de la censure, ça passerait pas, quoi. tiens, peut-être que c'est dans les films asiatiques qu'il faudrait aller taper, et conseiller des films qui sont peut-être pas connus. J'en regarde plein en ce moment. Je pourrais t'en conseiller plus tard si ça t'intéresse. Parce que... Oui, moi, c'est ouais, ouais, pareil, parce que je sais pas si tu connais Kamikaze Girl ou la série des Ma femme est un gangster, Pas du tout, par exemple. pas du tout. Mais j'ai regardé Voilà. les films de Kitano très souvent et je me suis refait Anabi, par exemple. Anabi, c'est un de ses plus beaux films, mais c'est fini de Ah, façon tragique. d'accord. Un habit, c'est les feux d'artifice. Takeshi Kitano, oui, je connais, j'aime bien beaucoup ses films. J'ai vu Zatoshi. En fait, donc je l'ai bien aimé dans Battle Royale. Après, je crois que c'est Zatoshi, bah, c'est lui qui l'a fait, le film, Battle qui est très Royale, c'est bien. un des films qui est le plus connu en Occident où il n'a pas Ouais. réalisé le film. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est le film qui l'a fait connaître, ouais. Exactement. Mais après, Donc, il a fait, comme tu as dit, Zatoichi, Anabi, Violent Cop. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait que des films violents et sanglants. Il a fait aussi des films, par exemple, comme L'été de Kikuchiro, qui est en fait une espèce d'aventure un peu loufoque sur un mec et un gamin un peu perdu qui traverse le Japon pour aller rejoindre sa mère. bah, si j'ai la possibilité de le voir, ouais, note ça. Sinon après, ouais, enfin, je parle souvent de films asiatiques et je sais pas, apparemment, c'est pas connu. Donc, toute cette série des films comme Ma femme est un gangster que j'adore. Et j'adore, ce mélange d'action, d'humour et de drame, en fait, dans ces films-là. Oui, je pense que tu devrais regarder les films de Park Chan-wook, de Bong Joon-ho et de Kim Ji-woon. Alors je sais que les noms, tu vas pas t'en souvenir. Ah, Kim Ji-hoon, oui, ça me dit quelque chose. Lui, par exemple, on parlait du Bon, la Brute et le Truand. Il a fait un remake coréen qui est génial, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Cinglé. D'accord. Voilà. Et les deux acteurs principaux de ce film, tu les retrouves dans 80% des productions coréennes, parce qu'ils sont très 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 connus là-bas.
Et notamment, il a aussi fait un film qui s'appelle A Bitter Sweet Life. Et là, c'est vraiment le film de gangster où le héros sait prendre de la mauvaise femme et ça finit en fiade sanglante. Mais c'est très très bien joué et très bien filmé. Je pense que ça va être un film qui va te plaire. Ah, il y a des chances, j'ai eu pas mal de films, ils ont souvent une façon de filmer qui me surprend. Comme dans Kamikaze Girl, il y a des plans qui sont surprenants. On tu pas l'habitude de voir. Comme c'est un film qui m'a surpris, c'est, You Shoot, I Shoot. Alors je crois que c'est dans ce sens-là, hein, You Shoot, I Shoot. C'est en fait, il y a un jeu de mots avec le mot shoot. Shoot, c'est à la fois shoot, photographié, mais il y a aussi le mot tirer, je tire. Alors, en fait, parce que dans le film, c'est un tueur qui est engagé pour tuer des gens, mais les clients veulent des films, ils veulent les preuves, quoi. Ils veulent voir la victime se faire tuer, tu sais, supplier pour sa vie, des trucs dans le genre, quoi. Tu sais, c'est des mecs qui veulent vraiment les preuves de leur vengeance, quoi. Et le gars, donc au début, il essaie de se filmer lui, mais bon, ça ne marche pas. Donc il explique au client, ouais, vous voyez là, ben en fait, le gars, il s'était planqué derrière le canapé, puis moi, j'ai voulu le contourner comme ça, mais en fait, ça marche pas. Les clients sont pas satisfaits du tout. Et donc c'est là que vient l'idée d'embaucher un mec qui filme pour lui, en fait, un vrai spécialiste. Voilà. Et donc du coup, voilà, donc du coup, maintenant, il y a un caméraman qui le suit, puis dès le premier, bon, on voit que c'est tout un gag, hein, la scène est vraiment c'est un gag, parce que le mec est en train de pioncer, régulièrement il se réveille, bon alors c'est fini, non, non, toujours en train de travailler, tu sais, le montage, tout ça. Et le gars, vraiment, il se fait chier à travailler le montage. Mais à la fin, quand il y a le résultat fini, les mecs, ah ouais, ils sont là, ils applaudissent, quoi. Vraiment, c'est magnifique, quoi. Il a fait un travail de dingue, le caméraman. Et c'est là qu'il se dit, bon voilà, maintenant, moi je tue et toi tu filmes. Voilà, en gros, c'est ça le film. Shoot, d'accord, j'ai compris. Tu filmes et je tue, voilà. Le documentaire avec Poelvoorde, c'est arrivé près de chez vous. T'as entendu parler, j'imagine. Mm. Oui, alors ça, c'est arrivé près de chez vous. Je crois que c'est pas le film avec, comment il s'appelle, l'acteur, belge là? Benoît Poelvoorde, ouais, c'est ça. C'est un film incroyable. C'est fait avec 2 francs 6 sous, en noir et blanc, filmé avec caméra à l'épaule, à moitié improvisé sur les docks de Bruxelles ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est l'histoire d'un groupe de caméras, une équipe documentaire en fait, qui suit un tueur dans les rues de Belgique, Bruxelles je crois, je suis pas sûr. Et donc c'est extrêmement glauque parce que il cache rien du tout de la violence. Mais en même temps, c'est poilvourde quoi. Il a un humour décapant dans ce film. Il est extrêmement dérangeant. Mais dérangeant dans le bon sens du terme, tu vois. Tu ris avec lui, mais tu ris jaune. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre parce qu'il y a d'ailleurs un dialogue du film, qui est, dans une chanson. Enfin, à un moment, on entend des paroles, justement. Quand il dit: hé gamin, viens là, il faut pas aller là-bas dans le bois, hein, c'est dangereux là-bas». Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Il y a une un sample de ce film. Ouais. et c'est un ami qui me racontait, il me disait: «Mais quand tu vois la scène, c'est marrant parce qu'en fait, le mec qui dit ça, qui dit au gamin: «Faites attention, c'est dangereux tout ça», bah, c'est lui le tueur, en fait. C'est ça, exactement. C'est de l'humour très très noir, très acide. Il y en a qui supporteraient pas. Mais en fait, j'ai trouvé ce film, tu pourrais en faire une soirée humour noir à la française, enfin franco-belge, avec celui-là, et après tu passes Bernie de Albert Dupontel. Et Bernie, ça je crois que je l'ai vu, hein. Parce que Dupontel Il me aussi, semble. ses premiers films, ils n'étaient pas du tout comme ce qu'il fait maintenant, où c'est un peu plus aseptisé pour le public, les Césars, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment un rebelle du cinéma et il se lâchait complètement, quoi. C'était un anarchique. Et ses premiers films sont absolument géniaux. Il faut voir Bernie, Le Créateur, Enfermé dehors. Ça secoue la fourmilière, quoi. Et c'est français. Donc ça, c'est des films que je recommande, par exemple. Je crois que j'ai fait une vidéo sur Enfermé dehors, justement. Ça, je crois que je l'ai fait. Parce D'accord. que je parle souvent de Dupontel dans mes critiques. Moi, c'est de mes réalisateurs préférés. Réalisateur français ou réalisateur en général? En tout cas, en général, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans sa façon de voir le monde. Si tu écoutes des interviews de lui sur YouTube, tu vas voir que c'est un humaniste convaincu et il est fascinant dans sa pédagogie et sa compréhension de la connaissance, de l'éducation, de la politique. C'est quelqu'un que tu écoutes, tu te dis putain, si lui était président, ça ferait du bien quoi. Tu as besoin d'écouter des gens comme ça pour te rassurer un peu qu'on n'est pas tous pourris jusqu'à la moelle. Oui, oui, moi j'avais voté pour Coluche, hein, Ben oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde à voter pour Coluche à l'époque, hein. Une petite dernière question, parce qu'après je vais te laisser. Je Oui, t'ai quand même déjà demandé pas mal de ton temps. Est-ce que il y a une vidéo ou une série de vidéos que tu aimerais que je fasse si jamais je reprends un peu
le chemin de la critique des films pas forcément connus. Il y a beaucoup de films qui mériteraient qu'on parle d'eux. Enfin, justement, les petits films pas connus, parce que enfin, je sais pas si c'est ça que tu faisais vraiment, si tu cherchais des films pas très connus, et, enfin, parler des films pas très connus. En fait, ma chaîne, elle a été un peu fourre-tout parce que j'aime beaucoup le cinéma et tout ce que je veux, c'est en partager le plus possible. Mais je suis pas un pro, quoi. Tu vois, mon matériel, c'est pas Oui, le micro, la caméra, tout ça. Je fais tout avec, j'apprends sur le tas, quoi. J'ai pas d'école de cinéma. Mais j'ai une passion débordante et j'adore en parler aux autres. Mais dernièrement, en fait, j'avais découvert pas mal de pépites dans ma collection de DVD et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en parler, de ces films-là en particulier, pour les faire connaître. Et j'en avais fait une petite vingtaine comme ça, dont 5 ou 6 de Nicolas Cage par exemple. Et après, j'ai vu que les vues n'avançaient pas. Je faisais 2 semaines de montage pour 20 ou 30 vues, c'était vraiment déprimant. Donc pour l'instant, j'ai fait une pause, quoi. bah oui, bah ça se comprend. C'est pas, je pense pas que ce soit évident hein, d'avoir une chaîne qui monte. Ça demande beaucoup de temps et Et d'énergie. puis il y a tellement de monde maintenant. Oui, je rencontre régulièrement des jeunes qui veulent créer leur chaîne YouTube, des trucs comme ça, ou leur serveur. Mais je lui dis: «Mais il y en a tellement, mais tellement». J'ai l'impression que tout le monde veut faire ça maintenant. C'est le métier d'avenir, tu sais, youtubeur. C'est un métier J'ai l'impression. d'avenir parce que c'est pas très compliqué à faire, dans le sens où si tu as déjà un public, tu vas avoir des gens qui vont te regarder dès le départ, quoi. Mais si tu commences comme ça sans connaître les gens, ça va être difficile de te démarquer. Et ça veut dire en Oui, fait qu'il faut être non seulement présent sur la plateforme, mais sur les plateformes en général. Il faut se faire avoir des réseaux sociaux, il faut créer des YouTube Shorts, il faut faire de la pub, marketing et tout ça. Et moi, oui. c'est là où j'ai un problème parce que je suis pas du tout, alors du tout réseaux sociaux. C'est un problème de contradiction en fait. Ouais, il faudrait peut-être que tu fasses un peu les 2, que tu parles des films connus, mais aussi, bah, 2 genres de vidéos, les films inconnus, les films connus, quoi. Ben, avant, je faisais ça, Les mais 2. je mettais aussi beaucoup de mise en scène. Je sais pas si tu as regardé mes anciennes vidéos, si tu as remonté un petit peu. Tu vas voir que je faisais pas mal de mise en scène. J'avais Ouais, un singe en peluche, des écrans verts, je faisais ouais. des petits gags par-ci par-là, tu vois. Bah oui, j'imagine que c'est du travail, oui. Voilà. Donc effectivement, je reprenais un petit peu, ça serait les choses plus simples. Comme j'ai fait récemment, c'est-à-dire je raconte un film, je donne deux ou trois idées pour avoir envie de voir ce film sans trop de spoilers, et après je passe à autre chose. Ouais, en tout cas, le fait d'avoir parlé de ce film, ça a été une bonne idée pour toi, en fait, par rapport à moi. Et du coup alors, pour répondre à ma question, est-ce qu'il y a une série de films que, dont je, que t'aimerais entendre parler, ou si jamais je recommençais, des titres de films en particulier que tu aimerais que je présente sur la chaîne? Oui, ben, les films, les adaptations, justement, tiens. Faire une critique des adaptations, parce que j'en ai vu pas mal, parce qu'il y a beaucoup de films, que j'avais lus, enfin, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Terre Champ de Bataille, tout ça et j'ai été déçu par les adaptations. Même Le Seigneur des Anneaux qui pourtant est bien, hein, même si le film est vraiment bien fait, comme Le Seigneur des Anneaux, il est bien fait, je dis pas qu'il est nul, mais c'est l'adaptation, il y a des choses qu'ils ont enlevées et qui m'ont pas plu, quoi. Et Entre le film de Peter Jackson et le dessin animé de Ralph Bakshi, tu préfères lequel, toi? alors le dessin animé de Rabashi, ouais, il était pas génial, génial, hein, parce que je l'ai, hein, le film, hein, de ouais, bon, c'est pas génial, génial, il y a des choses, qui m'ont un peu gêné, comme le statisme de certains personnages. On voit bien que c'est des vrais humains qui ont été filmés, qui sont debout dans les tours et puis ils se font flécher, ils ne bougent pas. Je dis: «Mais c'est quoi ces mecs, ils veulent se faire tuer ou quoi?» J'ai pas compris. Quel intérêt d'avoir des vrais acteurs si ça bouge pas, si ça reste, Justement, c'est intéressant qu'on parle du Seigneur des Anneaux parce que très récemment, j'ai vu Zulu avec Michael Caine. Est-ce que tu connais ce film? non. Je connais Shaka Zulu, mais Zulu tout court, non. Alors, Zulu, Zulu, c'est l'histoire Ah, vraie d'un un bataillon de soldats coloniaux anglais en Afrique du Sud qui se battent contre une tribu de Zoulous qui les assiège en fait. Voilà. Et c'est ce d'accord. film qui a inspiré la bataille des deux tours à la fin. D'accord, OK. Par exemple, Peter Jackson, il disait la raison pour laquelle les orques qui frappent par terre avec leur bouclier,
Ça vient de ce film. D'accord. Voilà. Donc si tu veux un bon film entre guillemets, de guerre avec des personnages très bien écrits, je te recommande Zulu. C'est de 1964 et c'est un des tout premiers films à avoir Michael Caine dans un premier rôle. Ah, j'ai dû le voir ce film. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les réalisateurs, quand ils font des films, ils ont aussi leur propre bagage culturel. Et ça veut dire qu'ils vont pas faire forcément quelque chose qui est exactement comme l'œuvre d'origine, mais ils vont Oui. aussi adapter, mettre des clins d'œil, utiliser les influences qui- qu'ils ont vues dans leur vie à eux. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais avoir une adaptation, quelle qu'elle soit, parfaite. Parce qu'elle sera toujours subjective. Et elle aura toujours des influences que toi, tu n'aurais pas vues ou pas choisies parce que tu es une personne différente. J'enfonce des portes ouvertes, mais il faut toujours y penser à ça en fait. Chaque Oui, oui. œuvre est destinée à un public qui n'est pas forcément le public d'origine du livre ou de l'œuvre originale, parce que l'œuvre a été écrite par exemple des années 90 et le film est publié ou sorti dans les années 2010, tu vois. Et le public est différent. Même Harry Potter, qui est un succès colossal, bah, tu lis les bouquins et tu regardes les films, c'est pas pareil quoi. Les livres seront toujours mieux. Mais bon, tant que c'est pas non plus terrain de bataille, c'est pas mal. Oui, le bouquin était mieux, hein, quand même. Bien. Je l'ai recommandé à beaucoup de gens que je connais. C'est dommage, ils l'ont pas lu parce que c'était de Ron, Oui, l'Iron Hubbard, ouais. Voilà, c'est ça. une invitation à nuit au bouquin. Oui, je ne connaissais pas l'Iron Hubbard à l'époque où j'ai lu le bouquin, c'est après que j'ai appris, j'ai dit: «Mince». Ben moi aussi. J'ai dit: «C'est dommage, le livre était bien, je me suis régalé à lire les 3 quoi». Oui, c'est pour ça que je me suis jeté sur le film, mais là, j'étais déçu par le film. J'ai dit: «Oh Le film, c'est une catastrophe. Tu sens que le réalisateur, soit il savait pas ce qu'il faisait, soit il a été brimé par les studios parce que c'est horrible. Les costumes, putain». les effets spéciaux, le scénario, tout est aux fraises en fait. Voilà. Mais c'est pour ça. Comparé à ce genre de choses, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une excellente adaptation. Même si effectivement, il n'y a pas de Tom Bombadil, il n'y a pas deux, trois choses comme ça par-ci par-là. Arwen n'existe pas forcément dans le bouquin. Il y a toujours des choses qui vont être modifiées pour le public à la sortie. Bah, j'ai un ami qui est gros fan de Seigneur des Anneaux, qui lit la trilogie, enfin tous les ans. Tous les ans, il le relit parce que vraiment, c'est son histoire favorite, il se lasse pas de la lire. Il a essayé de regarder le film, hein, il s'est accroché pour le premier, il s'est vraiment pour voir, hein, mais au 2e, il a craqué. Au deuxième film, il a craqué. Il a arrêté, il a dit: «Non, il y a trop de différences avec le bouquin». C'est lui qui m'a confirmé, ils ont trop, trop, trop modifié, quoi, d'ailleurs. Surtout, ne lui fais pas regarder la série sur Amazon qui s'appelle les Anneaux du Pouvoir, hein, parce qu'il va avoir une crise cardiaque, le pauvre. Ah oui. Effectivement, malgré toutes les différences qu'il y a entre le bouquin et le film, euh, ça reste extrêmement respectueux de l'œuvre originale. Ça, on ne pourra pas le nier. Par contre, les séries qui sortent sur Amazon, c'est que du produit mercantile. C'est c'est de la politique moderne dans un monde de fantasy. Et surtout, c'est absolument impossible de comparer ça à l'œuvre originale du Silmarillion, par exemple. Parce que le Silmarillion, ils n'ont pas eu les droits. Donc, ils ont juste eu les droits d'adapter quelques bribes d'histoire par-ci par-là. Et ensuite, ils ont bouché les trous autour avec du ciment, quoi. Ils ont meublé. Et pourtant, ils en sont déjà à la troisième saison. Il y a des gens qui regardent. C'est fou, hein. Ah bien, il y aura toujours un public, hein, pour tout, hein, je crois, hein. Mais comme tu disais à l'époque avec Coluche, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter des conneries pour qu'on arrête de leur vendre. Oui, c'est une phrase que j'adore de Coluche, ouais. Et tout ça, c'est du capitalisme. Eh L'exploitation oui, de l'homme par l'homme. Et le voilà, syndicalisme, c'est le contraire. voilà, c'est ça. Bon, mais sur ce, en tout cas, Patrice, merci beaucoup de ton temps. Ça me fait très plaisir de te parler enfin. C'était un plaisir, oui, aussi pour moi. Et j'espère donc qu'on restera en contact. Tu as mon email, tu sais où je poste des vidéos, donc n'hésite pas à te faire à prendre une nouvelle de temps en temps. Oui, il y a pas de souci, bah, tu auras de mes nouvelles régulièrement, t'inquiète pas, ouais, c'est pas pour ça. Ok, super. Allez, porte-toi bien alors. Salut! Merci, allez, bonne fin de journée. À la prochaine.